Deuxième partie de la procréation qui commence avec cette vidéo. Je vous ai conseillé donc de voir un C'est pas sorcier. J'ai trouvé rigolote la maquette du spermatozoïde et aussi l'idée de la naissance dans les choux et dans les roses. Donc je vous conseille de revoir ce C'est pas sorcier si vous ne l'avez pas vu. On va donc se demander ici comment l'œuf devient un bébé en voyant tout d'abord la première semaine du développement, les premières semaines du développement, pardon, puis la formation des organes et enfin ce qui se passe au moment de l'accouchement. La première semaine, eh bien, quand l'œuf est fécondé, il va tout de suite entrer en segmentation. Euh, il y a au cours de cette première semaine deux ordres de modification. La migration de l'œuf que vous avez vu chez Fred et Jamie, qui va migrer jusqu'à l'utérus depuis le tiers externe de la trompe utérine. Et puis, pendant cette migration, l'œuf va commencer à se diviser, donc à se segmenter. On va observer ici, enfin parler ici à la fois des modifications de l'organisme maternel en petit 1 et en parallèle des modifications de l'œuf sous forme d'image. Donc, tout d'abord, on a des modifications de la trompe qui facilitent la migration de l'œuf, notamment la diminution de la hauteur de l'épithélium pour qu'il soit plus facilement porté, une activation des mouvements des cils à l'intérieur de la trompe qui eux aussi vont guider le, le tout jeune embryon, et enfin les contractions des muscles lisses qui vont pousser vers l'utérus. Au niveau de l'œuf, il se segmente, on aura donc 2, puis 4, puis 8 cellules, etc. Ces cellules, on va les appeler des blastomères, qui diminuent de volume au fur et à mesure des divisions, puisque le tout est emballé, encore enfermé, dans la membrane pellucide qui existait déjà avant la fécondation. Il y a un certain espace entre les cellules. Le jour 3 commence la compaction, c'est-à-dire qu'il y a diminution du volume entre les cellules et les cellules commencent à se différencier, c'est-à-dire qu'il se forme ce qu'on appelle le trophectoderme en périphérie et représenté ici en vert. Les mitoses deviennent un peu moins synchronisées et la structure globale est ce qu'on appelle une morula, c'est-à-dire une petite mûre, comme une mûre que vous mangez avec différentes structures arrondies qui la composent. Ben c'est ça le devenir de l'œuf au jour 3. Du 4e au 5e jour, il y a formation d'une première cavité qu'on appelle le blastocèle et le trophoblaste qui se met qui se forme tout autour de la structure qu'on appelle maintenant un blastocyste. On en est à l'arrivée dans l'utérus et on va parler de l'éclosion du blastocyste puisqu'il y a, avec toutes ces cellules qui se sont formées, une augmentation de la pression qui va aboutir à la cassure, à la rupture de la membrane pellucide qui va disparaître, et cette rupture est indispensable pour que l'embryon puisse s'implanter dans la muqueuse utérine. Au 6e jour du développement, l'œuf s'est donc débarrassé de cette zone pellucide et on va pouvoir identifier deux zones différentes. Un pôle de la cellule, on va parler de pôle embryonnaire. C'est là où se développent les cellules du futur embryon. Et à l'autre côté, on parlera de pôle ab-embryonnaire. La cavité est sous les cellules embryonnaires, c'est ce qu'on appelle le blastocèle. Et cette structure commence à s'implanter au jour 6 et 7 dans la muqueuse utérine via ce qu'on appelle le chorion.
Il se forme ici une structure particulière que l'on appelle le syncytio-trophoblaste, avec des cellules dont les membranes plasmiques se résorbent. C'est ce qu'on appelle un syncytium. Et vous avez, pour certains au moins, les miens, vu en cours que ce syncytium résulte de l'apport d'un gène viral qui s'appelle le gène de la syncytine, qui permet la fusion des cellules, la fusion des membranes cellulaires pour former cette structure. La migration de l'œuf se fait en différents temps, hein, c'est ce que vous voyez dans le C'est pas sorcier. Vous avez ici les différents stades et où ils se situent. Au niveau, on peut terminer cette première semaine du développement en parlant des anomalies de cette première semaine du développement. Donc je vous ai mis ce document pour que vous n'ayez pas à copier. Tout d'abord, on a 50% des œufs qui n'arriveront pas jusqu'au moment de l'implantation. C'est souvent ce qu'on peut appeler un bienfait de la nature, car ce sont les œufs défectueux ou porteurs d'anomalies qui vont être éliminés. Alors les erreurs peuvent être de différents types, elles peuvent être dues à la gamétogénèse, c'est-à-dire la méiose, avec une non-disjonction des chromosomes, par exemple les deux chromosomes 21 qui partent du même côté en anaphase 1 ou en anaphase 2, ce qui provoque la trisomie après la fécondation. Ça peut se produire également pour les chromosomes 18 et 13, mais pour les autres chromosomes, on dit que c'est létal, c'est-à-dire que ça ne permettra pas le développement d'un embryon. Ça peut aussi toucher les chromosomes sexuels, et là, les anomalies sont plus nombreuses. Il y a par exemple le syndrome de Turner qui correspond à X0, c'est-à-dire qu'il y a un X apporté par un des deux parents, souvent le père, et il n'y a pas de deuxième chromosome sexuel parce que les deux chromosomes X de la mère ne se sont pas séparés. L'anomalie peut se faire également au niveau de la fécondation. Je vous ai dit que la membrane pellucide devenait infranchissable au spermatozoïde une fois que le spermatozoïde est entré. Eh bien, à toute règle, il y a des exceptions et quelquefois il peut y avoir dyspermie. Cela va aboutir à une cellule à 69 chromosomes qui bien sûr n'est pas viable. Et enfin, ça peut aussi se produire au cours des premières divisions de la segmentation. Une répartition inégale du matériel génétique amène à ce qu'on appelle des phénotypes, des génotypes et donc par la suite des phénotypes en mosaïque avec des cellules normales et d'autres cellules anormales. Tout dépend de la proportion et du moment où ça a touché la cellule. Dans les anomalies de la segmentation, on peut signaler les jumeaux, les vrais jumeaux, puisque des vrais jumeaux sont issus d'un œuf qui se divise en deux comme les autres, mais les deux poursuivent leur développement séparément. Et donc c'est une anomalie de la segmentation qui est la cause des vrais jumeaux. Il peut y avoir également anomalie de la migration et dans ce cas provoquer une grossesse extra-utérine qui peut se faire au niveau des ovaires, au niveau de l'abdomen ou dans l'utérus mais pas au bon endroit. Ces grossesses ne peuvent pas aller à terme. Les grossesses dans la trompe par exemple, il n'y a pas la place pour le développement de l'embryon. Et enfin, il y a le rôle des agents extérieurs. Alors ça, c'est extrêmement important. Attraper un virus à ce moment-là, c'est pas le bon moment. Boire de l'alcool non plus. Se droguer encore moins. Et prendre certains médicaments, ça peut être très gênant. Et donc le médecin, pour une femme qui est en âge de procréer, doit toujours poser la question et savoir où elle se situe dans son site pour proposer certains médicaments. On arrive à la deuxième semaine du développement avec cette semaine-là la formation de deux feuillets qu'on va appeler l'épiblaste et l'hypoblaste. Donc une séparation en deux types cellulaires qui vont avoir des devenirs différents.
Se forme également le cytotrophoblaste à ce niveau. Il se creuse également une nouvelle cavité qu'on appelle la cavité amniotique. Alors vous connaissez sans doute l'amnios, cette poche de liquide dans laquelle le bébé va se développer pendant la grossesse. Eh bien, c'est le précurseur, cette cavité amniotique, de cet amnios. Pour ce qui est de l'organisme maternel, les modifications de l'endomètre ne sont pas très différentes de celles qui se passent au cours d'un cycle menstruel normal, c'est-à-dire qu'il y a un fort développement de l'endomètre, comme pour un cycle normal, et on ne peut pas déceler une grossesse à ce moment-là. Il n'y a aucun diagnostic qui permette de le faire. On n'est qu'une semaine après l'ovulation, c'est-à-dire une semaine avant les règles prévues. Au jour 9, on parle de stade lacunaire puisqu'il y a des trous qui se forment dans le syncytium et ces trous vont permettre le passage du sang et la communication sanguine, futur placenta et zone d'échange entre la mère et l'embryon. Un bouchon de fibrine qui est important également parce que quand il va se détruire très, très vite, eh bien, ça peut occasionner la perte de sang qui peut faire penser à des règles, notamment pour une femme sous prise de pilule qui a habituellement des règles peu abondantes. Quelquefois, on passe à côté de la détection d'une grossesse avec cette perte d'un petit peu de sang. Au jour 10, il se forme un tissu extra-embryonnaire qu'on appelle le mésenchyme extra-embryonnaire. Et c'est là que le bouchon de fibrine Non, là on était au 9e jour concernant les explications. Une circulation, je vous le disais, entre l'utérus et ces fameuses lacunes, donc la partie embryon, qui commence à se faire avec les premiers échanges entre la mère et l'embryon qui se mettent en place. On a ici un embryon qui commence un petit peu à se dessiner et c'est à ce moment-là qu'on a la petite hémorragie. On est au 13-14e jour après la fécondation, c'est-à-dire au moment attendu des règles. Et l'embryon étant maintenant installé, il fabrique des hormones et notamment l'hormone HCG qui pourra être détectée avec le test de grossesse. Une hormone est toujours produite en très faible quantité, donc les quantités débutent là ici, elles sont faibles, mais les tests sont très fiables et sont très pointus et on peut détecter la grossesse à ce moment-là. Donc au moment où on attendait les règles. La 3e semaine, c'est la formation de 3 feuillets cette fois. On va avoir l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme et également 3 cavités. Il se forme au niveau de l'embryon ce qu'on appelle une ligne primitive qui va instaurer les axes de polarité qui seront les axes que vous connaissez, dorso-ventral, crânio-caudal et droite-gauche, qui se mettent en place. Alors ça débute de cette façon, donc au niveau de l'embryon, on a un début d'avant de l'embryon qui se dessine et d'arrière. Ici, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la gastrulation dont j'ai parlé précédemment, donc des mouvements cellulaires, les cellules se déplacent et acquièrent des propriétés différentes. Donc l'ectoderme se situe à l'extérieur. Alors en 15 secondes, je vous fais que passer les images. Donc ici, les 3 feuillets qui se mettent en place et les déplacements de cellules. On arrive ensuite à la 4e semaine avec la neurulation, c'est-à-dire formation du tube nerveux et en bilan,